Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui je continue malgré le fait que Parcoursup soit fermé pour intégrer des vœux parce que je me dis que ça peut toujours intéresser les gens qui ont mis des vœux et qui ne savent même pas comment va se passer la licence, je pense que ça existe. Aujourd'hui on se retrouve avec Julia qui va vous présenter la prépa AL. Donc Cagne, Hippocagne et ensuite il y a Cube, mais à la base c'est juste Cagne et Hippocagne, du coup c'est les prépas littéraires, hein, c'est la prépa littéraire, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est la première vidéo sur les prépas que je fais, je me dis que ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les petites questions pour qu'on puisse y répondre, et puis voilà, bonne vidéo. Bonjour. Bonjour. Alors, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la CPGE littéraire. Ouais, Donc, je me souviens plus du nom. C'est pas Cagne et Hippocagne, c'est ça ce que tu as fait? voilà, c'est Hippocagne-Cagne dans l'ordre, mais D'accord, sur Parcoursup, il faudra chercher CPGE AL généralement. C'est le nom d'accord, officiel. d'accord. Alors, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu le principe d'une CPGE et plus particulièrement littéraire, en quoi ça consiste, etc. Et puis ensuite, on parlera voilà, pour qui Ouais. c'est et tout ça. Alors donc une CPGE, c'est ce qu'on appelle plus communément une prépa. Et donc le principe, c'est que c'est 2 ans de scolarité post-bac qui peuvent être étendus à 3 ans, parce qu'en gros, il y a possibilité de redoubler la deuxième année. Et c'est pas un redoublement parce qu'on a du retard, quoi. C'est presque commun. Enfin, il y a une grande partie d'élèves qui redoublent leur deuxième année pour retenter leur chance. Parce qu'en effet, la finalité en fait, de cette formation, c'est de passer un concours. Euh, donc un concours, c'est une série d'épreuves académiques et à partir de tes notes, tu as un classement des élèves qui y participent et tu es accepté dans un certain nombre d'écoles. Et donc tu peux ensuite poursuivre ta scolarité dans ces écoles. Et donc des classes prépa, il y a les prépas scientifiques qui sont généralement les plus connues. Il y a des prépas, c'est les ECS qui sont donc des prépas qui préparent aux écoles de commerce. Et ensuite, il va y avoir les prépas littéraires qui elles-mêmes se divisent entre les prépas BL qui vont être plutôt axées. Bon, je connais pas très bien les prépas BL, mais qui vont avoir donc cette dimension où ils ont de la sociologie, ils ont de l'économie et ils ont des maths toujours. Et donc qui va préparer grosso modo aux mêmes choses que la prépa L, plus les écoles de commerce, de statistiques. Sachant qu'avec la prépa L, on peut quand même préparer les écoles de commerce. Enfin, c'est un Oui. peu. C'est pas fermé non plus. Et donc la prépa L, qui pour le coup va être purement des matières des humanités. Donc on va retrouver tout ce qui est littérature, géographie, histoire, philosophie, littérature en langue étrangère et langues anciennes. Et, et donc, au terme donc, de la prépa L, qu'on appelle aussi la Cagne, tu passes un concours qui te prépare à certaines écoles que tu peux avoir. Ouais. Est-ce que j'élabore les écoles qu'on peut avoir avec la prépa L ou... Bah oui, justement, Oui, oui, oui. c'est ce que j'allais te Voilà, demander. exactement. Donc, en gros, l'origine de ce que la prépa littéraire vise, c'est les ENS. Donc, les ENS, c'est des établissements d'études supérieures, en gros, qui sont axés vers la recherche. C'est en gros, tu vas faire de la recherche universitaire et quand tu as l'ENS par le biais du concours AL, tu es fonctionnaire. Donc, c'est-à-dire que tu es payé pour tes études en moyennant une dette, un engagement décennal auprès de l'État voilà, tu devras faire cours après, des choses comme ça. Mais de fait, tu as tes études de recherche universitaire qui sont financées, ce qui est quand même pas dégueulasse, quoi. Et donc ça, c'est le débouché, on peut dire peut-être ultime, pas forcément pour les élèves, mais par exemple pour les profs, tu vois, le graal d'un prof, c'est de faire intégrer son élève de prépa l'ENS. Des ENS, il y en a 3. Il y a l'ENS de la rue d'Ulm à Paris, l'ENS de Lyon, qui est à Lyon, et l'ENS Paris-Saclay, Paris-Cachan, pas du tout Paris-Saclay, l'ENS de Cachan, voilà, que je connais moins bien. Parce que moi, j'étais donc dans un lycée qui préparait à l'ENS de la rue d'Ulm, et j'ai entendu parler de l'ENS Lyon par des connaissances, etc. Mais voilà. Et il y a des différences minimes entre les deux concours. Par exemple, pour celui de la rue d'Ulm, il y a du latin obligatoire, alors que pour celui de Lyon, c'est la géographie qui est obligatoire. Mais c'est assez minime au final. Il
y a des gens qui peuvent passer les deux, par exemple, c'est juste de la charge de travail en plus, mais c'est comme tout, hein, si tu es capable de l'apprendre, tu l'apprends. Et donc, à part ce débouché-là, qui est assez, bouché plutôt, parce que, par exemple, pour celui de l'Aérodrome, il y avait genre 72 places pour peut-être 2000 inscrits, ça fait pas beaucoup. Il y a une banque d'écoles littéraires, la BEL, qui est des écoles qui prennent les résultats du concours de l'ENS et qui, à partir de ces résultats, vont accepter ou non des élèves. Donc dans ces écoles, il va y avoir des écoles de traduction, d'interprétation, c'est l'ESIT et l'ISIT. Il va y avoir des écoles qui vont être peut-être un peu sur les sciences politiques, l'administration, donc par exemple il y a l'ISMAP, je sais, des écoles un peu axées médias journalistes comme le CELSA. Il va y avoir aussi Sciences Po Lille et Sciences Po Lyon qui prennent par l'intermédiaire de ce concours. Et après, il y a peut-être d'autres écoles encore dont je ne me souviens pas, mais en gros, c'est l'idée générale, c'est ce genre d'école. Et aussi, les élèves en prépa littéraire ont la possibilité de passer un concours en plus. En gros, c'est une deuxième semaine après leur concours, mais sur le même programme, sur le même programme avec des formats d'épreuves qui peuvent varier pour les écoles de commerce. Ce qui fait que même si tu n'as pas fait de maths pendant 2 ans, tu n'as pas fait de stats, tu n'as rien fait, tu peux candidater aux écoles de commerce. Et moi, j'ai des amis qui ont été prises par exemple à l'ESCP, qui est la 3e école de commerce. Donc, alors que voilà, elles n'ont pas du tout fait la prépa ECS qui normalement te prépare à cette école-là. Donc voilà, c'est aussi un débouché possible. D'accord. Et du coup, il est possible de rejoindre la fac. Voilà, exactement, parce qu'en fait, même avec toutes ces écoles-là, il y a toujours plus de candidats que de choisis. Et donc, en parallèle de ça, quand on fait une année de prépa, on est inscrit en cumulatif à la fac, ce qui fait qu'au terme de notre année de prépa, on validera les ECTS d'une L1 ou une L2. Donc moi, par exemple, je n'ai pas eu... j'ai pas eu le concours, enfin l'école qui m'intéressait qui était l'ENS, et donc je suis rentrée directement en L3 à la fac, puisque j'avais validé ma L1 et ma L2. Et si tu refais une 3e année, c'est pas automatique, parce que pour la L1 et la L2 c'est un peu automatique. Il peut y avoir discussion de la fac, peut-être, je sais pas, peut-être un petit test pour vérifier tes connaissances, mais tu peux aussi valider ta L3 au terme de la 3e année, même si c'est un redoublement, et rentrer directement en master. Voilà. Et la 3e année, ça s'appelle pas QB ou un truc comme ça? Voilà, si c'est QB. Et tu peux même faire une BICA si tu es vraiment motivé, que tu veux passer 4 ans en prépa, mais je ne connais personne de très sain d'esprit qui a fait ça. Du coup, en prépa, c'est quand même connu que c'est assez compliqué. Enfin, il faut quand même beaucoup travailler, etc. Est-ce qu'il y a quand même une certaine vie étudiante présente parce que les prépas se passent dans des lycées? Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors oui, la prépa, donc c'est dans un lycée. Et donc, je dirais que ta première vie étudiante, ça va être ta classe. Et mine de rien, c'est assez important. Enfin, je pense que beaucoup de la survie en prépa, entre guillemets, tient à l'ambiance de classe. Et en vrai, il n'y a pas trop de raison d'avoir des mauvaises ambiances parce que tu te retrouves avec beaucoup de gens qui, au final, ont des expériences, des attentes et des goûts en commun avec toi. Mais en gros, je dirais que va pas avoir une vie de campus faramineuse en mode des associations, des choses comme ça, mais va y avoir donc cette ambiance de classe avec en fait une solidarité qui se crée. Et moi, je parle de mon exemple où il y a une grosse solidarité dans ma classe. On faisait souvent des pique-niques. On faisait des soirées quand même de temps en temps parce que c'est pas le bagne non plus. Il y avait toute une ambiance à l'internat. Moi, j'étais pas à l'internat, mais je mangeais à la cantine le soir, donc et même on peut aller dans l'internat dans la journée. Donc il y avait toute cette ambiance d'internat qui était très importante, qui faisait des forts liens. Et je peux parler que de mon expérience, mais je pense que c'est des dynamiques qui se retrouvent dans à peu près toutes les classes prépa parce que juste il n'y a pas le choix pour être bien. Enfin voilà, tout le monde s'y met un peu à être sympa. Donc je sais pas si on peut parler d'une vie étudiante, mais en tout cas, on peut parler d'une solidarité et d'une ambiance de classe en fait qui est importante et qui, je pense, est plus forte que dans un lycée, même si on est toujours dans un lycée, quoi. Parce qu'on a aussi cet effet de souvent les gens sont partis de chez eux, rentrent pas forcément chez leurs parents, donc il y a
voilà, cette espèce. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai fait ma prépa à Paris, j'arrivais de Nantes, et dans ma classe, je sais pas, la grande majorité des gens arrivaient de province à Paris, donc on a un peu découvert la vie en autonomie tous ensemble, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce côté-là de vie étudiante qu'on a. D'accord. Et après, bon, il y a toujours moyen de parler aux autres prépas de ton lycée, de faire des soirées avec eux, machin. Peut-être même de s'incruster dans des soirées étudiantes. Enfin, ça dépend aussi des contacts qu'on va avoir hors de la prépa. D'accord. Du coup, tu as un peu parlé, mais dans certains lycées, enfin dans beaucoup de lycées qui proposent des prépas, il y a l'internat. Mhm. Est-ce que je pense que tu le conseilles, même si tu en faisais pas partie? Enfin, est-ce que tu penses que c'est vraiment utile? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment ça se passe, si tu en as eu des échos durant Mhm. ta scolarité? Oui, oui. Alors moi, je pense que l'internat, c'est un gros luxe pour la prépa parce que tu es sur ton lieu de travail. Bon, ça aussi, c'est côté négatif. Il faut savoir aussi trouver le temps de sortir aussi. Donc, voilà, c'est peut-être un risque d'être piégé du coup sur ton lieu de travail. Mais c'est quand même hyper avantageux de ne pas avoir de trajet, par exemple. De pouvoir, voilà, je sais pas, si tu vas à la au CDI le soir qui ferme à 22h, le CDI, bon, bah, tu dois pas tu dois pas marcher 30 minutes avant d'entrer chez toi. Tu montes 2 étages et tu es dans ta chambre, tu te fais ton thé et tu vas au lit, quoi. Peut-être pas tu vas au lit, peut-être tu regardes une vidéo, j'en sais rien, mais voilà. Et donc il y a ce côté-là très pratique, et il y a aussi le côté économique qui évidemment est non négligeable. Un intérêt, c'est moins cher qu'un appartement, donc c'est très important à prendre en compte. Et il y a aussi vraiment le côté ambiance d'internat qui, je pense, est assez agréable. Voilà, moi j'étais pas à l'internat, je mangeais juste le soir et déjà j'avais cette espèce de ce côté sympa de le soir, tu manges avec des gens que t'aimes bien, tu parles de ta journée, machin, t'es pas tout seul. Bah voilà, l'internat, c'est ça non-stop, ça marche aussi le week-end, si l'internat ferme pas le week-end. Et donc, je pense qu'il y a. Ouais, si on peut avoir l'internat, je le conseillerais. À moins de vraiment, vraiment mettre beaucoup, beaucoup de valeur sur le fait de prendre son indépendance et d'avoir un appartement. Si sur ton vœu Parcoursup, t'as accepté avec l'internat, bah vas-y, de toute façon, ça peut que être que du plus, je pense. D'accord. Est-ce que on n'a même pas parlé de ton bac, donc je pense que tu as fait un bac L. Euh, Au lycée, quelles sont les matières qui sont le plus servies dans ton bac? Et pour ensuite se diriger les gens vers les spécialités, qu'est-ce qui t'a le plus servi? Et voilà. Alors, j'ai fait un bac L, en effet, mais c'est pas du tout un prérequis, dans la mesure où, enfin, parce que même dans les bacs ES et S, par exemple, il y a toujours des matières littéraires pour le coup. Donc, les profs, les examinateurs qui vont examiner les dossiers auront toujours des points de jugement, des points de comparaison. Donc, évidemment que faire des matières littéraires, ça te permet d'avoir un projet plus, plus logique sur ta lettre de motivation, par exemple. Mais en aucun cas, ça va être une sélection drastique. On prend que les gens qui ont fait L, quoi. D'autant plus qu'il n'y a plus de gens qui ont fait L maintenant. Donc, c'est ça. Mais après, par rapport à ce que les matières que j'avais fait ont pu m'apporter, disons que j'avais peut-être un peu plus de connaissances de philosophes, peut-être par exemple, enfin voilà, il y avait des œuvres littéraires que je maîtrisais très bien grâce au programme de l'IT, et que voilà, le prof à chaque fois il disait par exemple les faux monnayeurs et il développait pas dessus, et on sentait les élèves de S, ils avaient peut-être pas les rêves que nous on avait. Mais dans les faits, en fait, c'est pas du tout déterminant, je pense, parce que en fait, tu t'approches la matière différemment. La philo que tu fais en terminale, c'est pas du tout la philo que tu vas faire en prépa. Enfin voilà, je sais pas, ça dépend certainement des profs de terminale, bien sûr, mais par exemple en prépa, on a vraiment été confronté aux auteurs dans les textes. C'est-à-dire que, enfin, bon, il y avait des trucs un peu hallucinants où le prof allait nous dire bon, le prochain DS, il est sur la politique, il nous donne une bibliographie et il commence son cours qui est sur la place du corps. Donc rien à voir avec le prochain DS. Donc en fait, c'est toi et les textes philosophiques, par exemple. Et ça, jamais j'ai fait ça au lycée. C'était toujours un cours, il y avait tout le commentaire du prof à côté. Donc l'avance que tu as pu prendre en philo
parce que tu avais 7 heures par semaine par rapport aux élèves de S, en fait, elle est rendue caduque quand tu arrives en prépa parce que c'est pas du tout la même philo. Pareil pour les langues, des choses comme ça. Enfin, évidemment, avoir un bon niveau en anglais, ça aide, mais puisque de toute façon, tu fais du commentaire littéraire en anglais, bah, tout le monde reprend à peu près aux mêmes bases, entre guillemets. Donc, je pense pas qu'il y ait de matière vraiment importante au sens savoir. Par contre, pour construire une lettre de motivation cohérente, ça peut être un plus parce que voilà, les élèves savent qu'ils prennent pas des gens qui papillonnent, enfin les profs savent qu'ils prennent pas des gens qui papillonnent. Mais les profs savent aussi qu'il y a beaucoup de familles qui font pression sur leurs enfants pour faire des matières scientifiques ou des choses comme ça. Donc je pense pas que ce soit un très très gros critère. En fait, ce qu'ils veulent surtout, c'est de la performance et de la force de travail. D'accord. Et une petite question, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir fait du latin ou du grec au lycée? Pas du tout. Il y a, en gros, quand tu arrives en Hippocagne, va y avoir 2 cours de latin, 2 cours de grec, un cours de latin débutant et un cours de latin continuant. Et donc, en gros, les latins débutants vont charbonner pour rattraper le niveau des continuants pour la 2e année. Mais dans les faits, toute personne qui a fait du latin au lycée et au collège sait que c'est un peu la matière goûter, la matière voyage, et en fait, on fait pas de vrai latin. C'est horrible de dire qu'on fait pas vraiment les matières au lycée, mais parce que c'est pas ça, mais c'est juste qu'on le fait pas pareil. Et enfin voilà, je sais pas comment c'est le bac aujourd'hui, mais moi à mon époque, le bac, les profs de latin, c'était apprendre par cœur les traductions qu'on avait fait en classe. Et donc, enfin voilà, moi je me mettais dans la classe de latin, j'écoutais ce qu'on faisait et je prenais la correction, puis après je l'apprenais par cœur. Alors que quand tu arrives et que tu dois faire une traduction telle quelle en 4 heures, c'est pas du tout les mêmes mécanismes au final. Et donc le retard, entre guillemets, des gens qui vont être en latin débutant se comble assez facilement si on comprend les logiques de la langue. D'accord. Et je pense qu'on a fini. Est-ce que tu aurais des conseils pour les néo-bacheliers qui veulent faire des prépas, enfin une prépa littéraire du coup, l'année prochaine, par rapport à la lettre de parcours motivé pour Parcoursup ou je sais pas, des conseils en général pour y arriver l'année prochaine? Alors déjà, je pense qu'il faut pas hésiter et pas s'auto-censurer dans ses demandes Parcoursup. Donc il y a tout un système de classement des lycées avec les meilleurs prépas entre guillemets. Si on a les moyens d'y aller financièrement et que ça nous fait envie, je pense qu'il faut les demander parce qu'on a toujours des surprises, on ne sait pas, on peut pas savoir d'avance si ces prépas très prestigieuses vont nous refuser ou pas. Et donc, voilà, ça vaut pas le coup de ne pas les demander si on a la place dans les vœux, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier conseil, c'est ne pas s'autocensurer, ne pas partir du principe qu'on n'a pas de valeur pour ces prépas-là. Ensuite, pour demander, il faut juste vraiment avoir conscience que ce sera des années pas hyper fun, pas horrible, hein, vraiment, je le dis, mais tout le monde réagit différemment à la pression, au stress. Et donc, si là, tu es premier de ta classe, mais que tu n'as pas l'énergie pour pousser plus, que tu es déjà un peu au bord de tes limites, peut-être que ça vaut pas le coup d'aller se mettre en difficulté, de vivre très mal 2 ans ou 1 an si tu abandonnes à la première année. Enfin, voilà, faut vraiment prendre en question de quel sacrifice je suis prêt à faire sur ma vie, quelle force il me reste à mettre, est-ce que on a vraiment envie d'y aller et pas juste parce que ça fait un peu plus sérieux que d'aller juste à la fac entre guillemets pour certaines personnes quoi. Il faut pas du tout avoir ce raisonnement-là, il faut vraiment avoir le raisonnement de est-ce que j'ai envie de me mettre et quand on y est, en fait, je pense que les automatismes d'organisation, de rigueur viennent assez naturellement. Ça n'a pas besoin de se prendre la tête avant en se disant il faut que tout soit prévu, que je sache tout faire déjà. Non, normal quand tout le monde arrive et tout le monde est un peu perdu et s'adapte petit à petit. Mais par contre, ce que je recommande vraiment, c'est de bien avoir conscience que c'est pas une formation pour tout le monde. Dans le sens où si on est un peu fragile, si on sent qu'on va pas tenir, il faut pas y aller parce que ça peut vraiment être dangereux et je trouve que ça, c'est pas assez dit. Enfin,
je sais pas comment le dire exactement, mais on voit qu'il y a des accidents chaque année, on voit qu'il y a des gens qui le vivent très mal, mais très, très mal et qui en sortent avec des séquelles et des choses comme ça parce que c'est, une formation qui peut être vraiment très dure dans certaines, dimensions et oui, enfin, si on a des problèmes de santé mentale, il faut pas se lancer dans cette formation parce que ça peut très bien se passer comme ça peut faire, tout dégénérer et je le souhaite à personne vraiment. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a fini. T'as d'autres choses à rajouter ou pas? Heu, non, rien de particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye.